La France s'enfonce de jour en jour depuis 40 ans avec une accélération toujours plus rapide depuis la prise de pouvoir de Macron. Ce dernier, pris en main par l'oligarchie, vend le pays à la découpe. Le dernier épisode concernant le Doliprane en est la preuve. La France est-elle condamnée à tomber définitivement? Macron obéit-il aux puissances de l'argent? 2027 ne sera-t-il pas trop tard? À ces questions répondra l'éditorialiste star Serge Federbusch, auteur du brillant Le sabre et l'esprit aux éditions de Passy. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de sujets que les grands médias ne veulent pas effleurer, dont Madame Apolline de Malherbe ne veut surtout pas en entendre parler. On a l'auteur éditorialiste le plus disruptif de la place de Paris. Et d'ailleurs, il a écrit tout ce qu'il fallait dans ce livre excellentissime que j'ai lu d'une traite, évidemment, Le sabre et l'esprit aux éditions de Passy. Mais avant ça, Géopolitique Profonde, le dernier numéro, enfin celui-là c'est l'avant-dernier, mais le dernier là étant visuel, vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous vous y abonnez, 7 jours d'essai gratuit, n'oubliez pas, donc abonnez-vous. Salut cher Serge, on te connaît ici déjà, on te connaît tellement bien. Bonsoir Mike. Ici, pourquoi ce livre? Parce que j'ai essayé de me poser un petit peu, de réfléchir à ce qu'on vivait actuellement, d'où vient la crise, la mouise dans laquelle on se trouve. Je suis arrivé à la conclusion que j'avais déjà atteint il y a belle lurette, à savoir qu'il y a un choc entre deux modèles. Celui qu'on appelle l'État-providence, c'est-à-dire un peu l'État social qui vient en aide, on le voit aujourd'hui, qui n'arrive pas à ôter le moindre sou. Il aide tout le monde, il aide les journalistes, il aide les gens en banlieue, il aide ci, il aide ça. Donc, et puis le modèle de la mondialisation, de l'économie ouverte, avec la fluidité des marchandises, des capitaux et des hommes aussi, avec les migrations. Et que c'était le choc de ces deux modèles. Bon. Mais je me suis dit, je ne vais pas en rester là, je vais essayer de comprendre. On va aller plus loin aussi. Voilà. Je vais essayer de comprendre si c'est nouveau. D'abord, comment vraiment les définir, et ensuite, si c'est nouveau. Et là, évidemment, en creusant les choses, je me suis rendu compte que ça peut paraître étrange, mais si on remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ, mais c'est à ce point-là, il y avait déjà un conflit entre une forme de société qui s'ouvrait, d'accord, et la même société qui cherchait à protéger les membres, en fait, qui en faisaient partie. C'est quoi? C'est la guerre du peuple contre les élites? Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que justement, en fait, quand, il faudrait vraiment prendre le temps de tout détailler, mais quand les sociétés s'ouvrent du fait de l'influence, en fait, de migration de population et d'échanges commerciaux qui existent depuis très très longtemps. Le jade, enfin, on retrouve dans les civilisations les plus antiques du jade ou des minéraux ou des céramiques qui viennent parfois de 2 ou 3 000 kilomètres. Donc, et c'est des choses qui sont apparues il y a 5 000 ans. Donc, ces mouvements-là sont extrêmement anciens et sont quand même à l'origine de ce qui a différencié les communautés humaines des autres communautés animales. Donc, la capacité pour les communautés humaines, par exemple, en comparaison avec l'homme de Néandertal, à se développer, qu'est-ce qui a fait la différence entre Néandertal et l'Homo sapiens? C'est la capacité d'intégrer des populations nouvelles et d'arriver à des sociétés où les gens ne se connaissaient pas forcément. C'est-à-dire comment faire fonctionner une société où tout le monde ne se connaît pas
personnellement, ça a l'air de rien. Nous, on vit là-dedans sans arrêt. Quand on sort dans n'importe quelle ville, et d'ailleurs, la ville est un concept qui n'a que quelques milliers d'années, mais quand on sort dans n'importe quelle ville, on passe notre temps à croiser des gens qu'on ne connaît pas. On ne craint pas de se faire agresser, forcément. Enfin, ça a un peu changé, surtout dans certains quartiers. Mais enfin, en tout cas, il y a une forme de paix civile qui existe même si on ne connaît pas les gens. Et ça, c'est la dynamique réelle et profonde de l'espèce humaine. Alors, il y a une chose dont tu parles dans ton livre et que je ne savais pas, un peu, mais pas totalement, c'est les liens particuliers entre M. Macron et M. Bernard Arnault. Et ces liens particuliers ont joué pendant la crise des Gilets jaunes. Explique-nous. Alors, je me suis interrogé, évidemment, sur les élites. Bon, je n'ai pas vraiment répondu à ta question, mais on viendra sur les élites, le peuple, comment tout ça fonctionne avec les luttes entre les différentes factions qu'on peut connaître. Et j'ai pris à un moment l'exemple qui nous intéresse le plus, celui de la France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, elle est gouvernée plus ou moins, et en tout cas plus ou moins bien par Macron depuis 2017, mais d'où est-il sorti comme ça, du chapeau? C'était un banal, d'une certaine manière, ministre des Finances qui n'avait pas spécialement réussi, il n'avait pas de parti derrière lui. Comment a-t-il fait pour prendre le pouvoir? Bon, là, on se rend compte qu'il y a eu des appuis décisifs. Les appuis décisifs, bon, il a des qualités, d'une certaine manière, il risque tout, et on le voit d'ailleurs, les risques aujourd'hui se concrétisent et tournent au vinaigre. Il les risque tout, mais malgré tout, l'appui décisif, ça a été l'appui de certaines personnes, dont Bernard Arnault. On le voit et on l'a vu constamment à différents signes. Bon, je ne vais pas prendre le petit bout de la lorgnette, à savoir son épouse Brigitte, qui la plupart du temps est habillée de pieds en cap par LVMH. Tu vas de le faire, mais c'est bon, mais c'est pas grave. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs, Arnault et sa famille sont très liés aussi à McKinsey. La plupart des grands cadres du groupe d'Arnault, ça les gens ne le savent pas, sont issus de McKinsey ou sont passés par McKinsey. Et donc, c'est un petit milieu qui l'a aidé, qui lui a donné une crédibilité. Parce que le problème, tout le monde le sait en politique, c'est d'être crédible dans les grands médias. Et lui, il a eu tout à coup, comme ça, soudainement, 61 d'hebdomadaires ou de grands journaux, alors qu'il n'était pas grand-chose, et que les gens avaient commencé déjà à complètement l'oublier, toutes positives. Il y a des gens parfois, à un moment, Zemmour, par exemple, il a de la presse, mais c'est pas du tout positif pour lui, c'est pour le démolir, quoi. Là, c'était pas la même chose, c'était pour nous expliquer que c'était le génie des alpages, et qu'il allait, le Mozart de la finance, d'ailleurs, le Mozart de la finance, c'était un mec qui s'appelait Hénin, qui avait mis en faillite un certain nombre de boîtes, et les gens ont oublié ça, c'était péjoratif au départ, le Mozart de la finance. En tout cas, il s'est transformé au Mozart de la dette assez rapidement, et au départ, l'aide de Arnault et de McKinsey a été déterminante, et ça s'est traduit ensuite par des renvois d'ascenseurs incessants, quand, par exemple, d'abord devant Trump 1, puis devant Biden, il a fallu choisir un patron que Macron invitait à un dîner d'État, c'était à chaque fois, c'est Bernard Arnault. Face en plus. Hein. Mais bien sûr, bon. Et donc, c'est une forme de. Mais raconte-nous, tiens, sur les. Je vais faire. Mais, non, attendez, je vais faire. Mais je voudrais dire ensuite que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que, en fait, quand on relie ça, justement, à l'État-providence, parce qu'en même temps, mais non, mais c'est important. Et je vais te dire pourquoi. Parce que. Lorsque les Gilets jaunes sont aux Champs-Élysées et qu'ils se font gazer, on apprend, enfin, toi qui donne l'information, que les Gilets jaunes se font gazer au moment où ils sont face à la boutique LVMH de Bernard Arnault. Ça fait partie des trucs qui sont plus que suspects. Hein. Bon, pourquoi est-ce que... Moi, je me souviens, j'ai fait partie des premières manifs. On est arrivé à défiler pacifiquement, finalement, sur les Champs-Élysées. On était presque naïfs, hein. C'était bon enfant, c'était folklore. Et puis tout d'un coup, bam, 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 on n'avait jamais vu ça dans des manifs depuis X temps. Hein. On se fait canarder au LBD, au lacrymo, etc. Bon, qu'est-ce qui justifiait cette hostilité, cette pugnacité, cette violence du pouvoir au départ, l'interdiction de défiler sur les Champs-Élysées. On t'explique, c'est parce que depuis la Libération ou la manif des gaullistes en 68, on n'a pas défilé. Mais tout ça, c'est pipeau.
Le problème, c'est que si tu prends les Champs-Élysées, c'est en train de devenir, c'était déjà en partie, une avenue LVMH avec un des vaisseaux amiraux qui est sur les Champs-Élysées et que donc, Arnaud, il n'a pas envie qu'on l'emmerde dans un magasin où il fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires les week-ends. Bon, de la même manière, on se demande pourquoi, au départ, le Covid qu'est-ce qui a foiré au départ dans l'histoire du Covid, d'accord ? Tu diras crise sanitaire. Bon, crise sanitaire, pardon, sinon je vais... Voilà. Il y a une trappe qui s'ouvre et puis c'est ça, t'as tout compris. Je disparais, on me retrouve dans les geôles de l'Arcom. Eh bien, la crise sanitaire, qu'est-ce qui a merdé ? C'est le fait que, on n'a pas voulu empêcher au départ, ça a pris quelques semaines, les touristes chinois d'entrer, d'accord, en France. Mais pourquoi ? Mais parce que c'est des très très gros acheteurs de l'industrie du luxe en France, des très gros acheteurs. Bon, donc à chaque fois tu déroules, même chose quand à un moment... Et ils achètent en espèces en plus. Bon, ils achètent en espèces, bon ça peu importe, de toute façon à ce niveau-là, la rentabilité du groupe est telle qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ça, mais ça fait beaucoup d'indices, beaucoup d'éléments à tous les niveaux, dans les parcours individuels, les invitations, les représentations, les aides, et puis il y a aussi le fait qu'à un moment, quand ils avaient racheté Tiffany, quand LVMH rachète Tiffany, qui est un joaillier américain, il obtient en fait le soutien de l'État pour revenir un peu sur sa parole et renégocier au prétexte que ça mettait en cause l'indépendance nationale, le prix auquel avait payé, Arnaud avait payé Tiffany, enfin c'est surréaliste. Quel prix ? Il a obtenu un rabais de plusieurs centaines de millions de dollars grâce justement au fait qu'il pouvait s'appuyer sur l'État pour dire moi puisque l'État n'est pas d'accord, je suis prêt à reprendre ma parole, tu vois. Donc il y a une espèce de collusion qu'on voit très très souvent. Bon. Et ça, c'est clair qu'il y a eu quelque chose. Et donc, quand on se dit que la crise sanitaire, et les gilets jaunes, enfin, qui sont quand même, jusqu'à la dissolution, ratés, les deux hauts faits, ou plutôt les deux méfaits principaux de Macron, d'accord, depuis qu'il a été élu, eh bien, sont quand même plus ou moins directement liés à ce qui s'est passé à ses relations avec LVMH et Bernard Arnault, on vient facilement à la déduction que cette espèce de collusion, de complicité, a eu des effets délétères assez terribles pour tout le monde. Et là, je voudrais quand même faire une petite incise. Avant de te faire ton petite incise, on va d'abord présenter le plateau et nos amis qui sont ici présents. Pascal Mas. Comment ça va, cher Pascal ? Eh bien, écoute, en pleine ébullition en ce moment avec l'actualité à Kazan. Ah, bah oui, tiens, un petit mot sur Kazan. Oh, un grand, tout à l'heure. Bon, très bien, tu en parleras, spécialiste de la Russie. Je voudrais rajouter quand même... Depuis l'homme de Néandertal, au moins. Presque, oui. Voilà. C'est pour ça que les mammouths étaient Denisova. Voilà, c'était pour nos moyens de locomotion, c'était les mammouths de Sibérie. Donc, je voudrais rajouter quelque chose à ce que vient de dire mon ami Serge, c'est que chez McKinsey, il y a aussi un des fils Fabius. Vous savez, Fabius, il y a un des fils von der Leyen. Voilà, mais McKinsey France. Hein. Donc, sans contaminer, Rainbow Warrior et tout ça, enfin bon, des gens tout à fait respectables. Merci à toi, je sais que tu vas dire plein de choses intéressantes aujourd'hui, je te sens bien là. Alors, ça changera d'habitude. Notre ami Franck Larequessou qui est là en face, la société civile pour l'Union nationale, militant et patron là, de cette structure que tu as créée. Oui, absolument, on a co-créé ça, ça va faire maintenant 2 mois et là ça y est, tout se met un petit peu en place au niveau de tout le territoire français. Donc on s'exporte un peu dans toutes les grandes villes et dans les régions pour l'instant, puis on essaiera de faire ça au niveau départemental, mais non, ça fonctionne bien. Très bien. En tout cas, on voit que nos hommes et femmes politiques aiment beaucoup la société civile, puisqu'ils vont taper dessus là sur le budget. Absolument. Donc là, c'est le coup de bâton cette année. On va en parler. Et enfin, à notre droite, Antoine Guénaud, intellectuel, beau gosse aussi. Il écrit à Front Populaire. Comment ça va, cher Antoine ? Bien toi. Encore une fois, merci de ton invitation. C'était un grand plaisir. Ouais. Écoute, je voulais aussi rebondir très vite sur ce que disaient Serge et Pascal, parce que c'est lié, mais effectivement, qui aussi a créé Bernard Arnault, c'est aussi Laurent Fabius. Puisque c'était lui qui était chef du gouvernement, Premier ministre, quand il a racheté Boussac, etc. Donc voilà, et en revenant très rapidement, ça part même avant qu'il soit ministre de l'économie. Puisque dès 2012, il dit à un de ses conseillers, Bernard Arnault, il dit Jean-Marc Ayrault et François Hollande ne connaissent rien à la finance, par contre je connais quelqu'un qui est dans les petites sphères de l'Élysée, il s'appelle Emmanuel Macron, il faut l'aider.
puisque sa femme... Arnaud a dit ça. Arnaud a dit ça à son conseiller, c'est dans Le Manipulateur de Marc Andvel, qui est un excellent bouquin, où on voit que de toute façon, Brigitte était prof à Franklin, avait les enfants de Bernard Arnault. Un an après, il rentre à la Banque Rothschild qui était l'ancienne banque du directeur général de LVMH, qui était Nicolas Bazir, où il a eu aussi les réseaux Balladur, puisqu'il était chez Balladur. Tout est lié. Je veux dire, on est sur un capitalisme de connivence qui est quand même assez énorme. Ils traînent les mêmes endroits, etc. Et je rappelle que Madame Hélène Arnault, la femme de Bernard Arnault, présente toutes les stars du hip-hop à Brigitte, dont Aya Nakamura, ce qui a permis d'ailleurs d'avoir Aya Nakamura au JO. Quoi. Mais bon, je vais faire une émission spéciale Bernard Arnault, un de ces quatre, mais je vous le dis, sincèrement, je veux la faire. Donc on continue sur ton livre, ton excellent livre. Merci. Donc, il est spécialement sympa ce soir, Mike. Des soirs. Et donc, oui, alors l'idée, c'est que, les petits groupes de collusion, de gens qui se tiennent par la barbichette à la tête des États, il y en a partout, il y en a tout le temps, il n'y a pas qu'en France. Bon, il ne faut pas non plus... Bon, alors là, on a effectivement... Il y en a surtout en France, faut le dire. Non, ça existe dans des tas de pays. Mais c'est moins en Amérique qu'en France. En Amérique, tu as quand même aussi des groupes, des clans autour des présidents qui les fabriquent. Enfin, ça existe partout. Mais l'idée, c'est de comprendre comment ça peut se relier à des choses plus importantes. Et moi, mon idée, ce qu'on découvre d'une certaine manière, et ça, c'est quelque chose à mon sens, plus significatif, c'est que quand il y a des castes comme ça, dirigeants, des oligarchies, souvent on utilise le mot d'oligarchie parce que ça mène l'argent et le pouvoir. Bon, quand il y a des oligarchies qui sont des oligarchies dirigeantes, eh bien, pour maintenir quand même le fonctionnement et les prérogatives et la domination de cette oligarchie, le pouvoir parce que c'est un petit groupe restreint, a une forme de fragilité vis-à-vis du peuple, justement. Et qu'il est obligé, alors à son corps défendant, et il le fait toujours avec réticence, mais dans le cadre, justement, d'un État qui est un État-nation et un État protecteur, il est obligé de lâcher du lest. Sinon, ça explose. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, les Gilets jaunes, ça a été très dur, mais ils ont quand même lâché 20 ou 30 milliards. Et pourquoi on mais ça, les gens n'y croient pas. Enfin, si, en effet, ils ont lâché, mais dans l'esprit, mais je suis désolé, mais dans l'esprit des gens, pire que ça. Ils se disent, les Gilets jaunes n'ont servi à rien. Non, même Bernard Arnault qui a poussé à lâcher, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bernard Arnault a poussé à lâcher parce que lui, il a encore des employés, il n'est pas que dans la financiarisation, il a aussi bien sûr. Il est capitaine d'industrie, il a aussi des employés. Donc il a été obligé de dire que ça pouvait tourner mal. Bien sûr, tout à fait. Il a été obligé de dire il faut lâcher du lest. Voilà, c'est lui qui a aussi contribué à lâcher. Et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Comment est-ce que finalement Macron a vraiment complètement asséché la rébellion qui était un peu chronique des Gilets jaunes ? Ça s'est fait comment et à quel moment ? Ça s'est fait au moment de la crise sanitaire. Pip, pip. Et donc, c'est là. Et qu'est-ce qui s'est passé justement ? Ça a permis à Macron de reprendre la main complètement, de redominer les médias, nous sommes en guerre, etc. Et alors, pour reprendre finalement la main sur le pouvoir et faire régner un peu un climat de peur, d'autorisation et tout, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lâché, alors là, de manière la plus débridée, la plus totale, les cordons de la bourse. Et on s'est retrouvé avec 300 ou 400 milliards de dettes en plus. Bon, problème dont on est aujourd'hui les tristes héritiers. Bon. Et donc, mais tout ça est lié, c'est-à-dire que c'est la trouille au moment des Gilets jaunes, la volonté de reprendre la main, le prétexte du Covid qui a été poussé beaucoup plus loin que ça aurait dû être pour justement reprendre la main politique, s'accompagne d'un arrosage complet, total du fait que les... Bon, mais comment on explique qu'aujourd'hui les budgets... alors qu'il n'y a plus le quoi qu'il en coûte, théoriquement, comment on explique que le budget dérape comme ça ? Est-ce que c'est pas fait sciemment, tiens ? Je ne crois pas que ça soit fait sciemment. Je pense qu'ils n'ont plus la capacité de reprendre la main. C'est tout. Macron, c'est un gars, c'est une sorte d'aventurier qui a voulu justement, qui a cherché, qui est un peu crâneur, qui cherchait à plaire, et puis qui est fragile, qui a finalement un parti de fantoche et de traîne savate derrière lui. Donc il est quand même assez fragile, il n'est pas du tout implanté localement. Bon, donc il a besoin de lâcher de l'argent. Il s'en fout un peu parce que le paradoxe, c'est que sa jeunesse fait qu'il doit avoir en tête l'idée de ressurgir soit dans l'Union européenne, soit carrément de se barrer comme le maire, voire beaucoup plus loin au Canada ou ailleurs. Donc c'est un gars, je crois, il joue perso. Il joue perso. Il a trouvé des relais, mais il joue perso avant tout. Et donc, bon, en plus, le système bureaucratique français, et là c'est plus le libéral qui parle, alors ça ne va pas plaire à certains, mais le système bureaucratique français, il a atteint un point de non-retour. C'est-à-dire que pour reprendre la main sur les dépenses publiques,
Maintenant, le coût politique serait énorme. On voit bien, dès qu'ils arrivent à vouloir réduire un tout petit peu les dépenses de pas grand-chose, on va dire, bon ben voilà, on va geler les retraites, la revalorisation des retraites pendant 6 mois, c'est quand même si c'est gênant pour certains retraités, c'est quand même pas l'épaisseur du trait dans l'immensité du déficit public. Bon, mais ils n'y arrivent pas tout de suite. Bon, les retraités, aujourd'hui, parmi les électeurs actifs, ça c'est l'illustration de leur faiblesse, pourquoi ils n'arrivent pas à remettre la main. Bon, les retraites, c'est un très gros budget, mais parmi les électeurs actifs, c'est-à-dire qui se déplacent, qui ne sont pas ni abstentionnistes ni qui votent blanc, les retraités, c'est pratiquement 40% de l'électorat aujourd'hui. 40%. C'est-à-dire que si tu te mets à dos les retraités, t'es mort politiquement. T'es mort. Donc, on ne peut pas toucher aux retraites, principal poste des dépenses publiques. Déjà, tu commences mal. Bon. Ensuite, il y a des trucs, des tas des mastodontes, des mammouths, comme disait Claude Allègre, qu'on ne peut pas dégraisser. Et donc, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils sont incapables, et là, l'exercice budgétaire, moi, je pense que, d'ores et déjà, on est... Comment ça va se passer ? Moi, je pense qu'il y aura un 49-3, c'est sûr. Et ensuite, maintenant, est-ce que le RN va mêler ses voix et aux LFistes et à la gauche, au NFP, pour renverser le gouvernement? C'est la seule question. Moi, j'ai du mal à penser qu'ils puissent ne pas voter la censure. Parce que ça serait quand même un signe d'absence de vraie pugnacité politique. Et surtout, il faut voir que s'ils votent le budget, s'ils laissent le budget passer, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus vraiment de vote absolument essentiel, c'est-à-dire que le budget, là, ils sont obligés de le prendre, d'accord ? Mais ensuite, Barnier, si son budget passe, il peut ne rien foutre. C'est-à-dire qu'il peut rester indéfiniment sans prendre de loi, uniquement à gouverner par décret jusqu'en 2027. À la limite. Mitterrand disait que lorsque l'on vote le budget, on fait partie de la majorité. Oui, mais quand on ne le vote pas ou quand on le renverse, on ne fait pas partie de la majorité. Donc le problème, à mon avis, pour tout le monde, tous les opposants à Macron, c'est que s'il ne renverse pas au moment du 49.3 budgétaire, là, à la fin de l'année, le gouvernement, et ensuite, il ne se passe plus rien. Barnier reste à Matignon au moins 1 an. Et on leur reprochera, on leur dira... évidemment, le NFP, en particulier les Insoumis, diront tous les jours collusion, grand capital, RN, vallée du grand capital et de la Macronie, etc. Donc ça sera très difficile pour eux. D'autant que, forcément, dans un bastringue pareil, dans le budget d'aujourd'hui, tu as 500 motifs pour voter la censure. Ils vont reculer sur tout. Ils vont reculer sur l'AME. Alors, Barnier est un peu malin. Il a dit « j'augmente le budget pour pouvoir dire ensuite je le ramène à son point de départ, pour ne pas avoir à dire je le réduis ». D'accord ? Bon, c'est la technique. Mais il ne pourra pas faire ça sur tout. À un moment ou à un autre, ils se prendront les pieds dans le tapis. Ils ont mis une espèce d'Olibrius qui a l'air vraiment de l'idiot du village à la tête de Bercy, là, qui est arrivé en disant « je remercie Bruno Le Maire de me donner une situation aussi florissante ». L'autre, il a regardé comme ça, il est tombé de sa chaise, il a dit « mais il sort d'où ce mec-là ? Merci, je ne vous le fais pas dire ». Enfin bon, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit « mais c'est pas possible ». Le gars, il devient ministre des Finances à 33 ans, il est tellement content d'être là qu'il raconte n'importe quoi, il ne pense pas du tout, il arrive dans la niaiserie la plus totale, il ne pense pas du tout à la gravité de ses propos. Donner un quitus dans une situation budgétaire pourrie quand on arrive et qu'on est ministre des Finances, c'est gravissime. Le maire, là, il s'est envolé directement vers la Suisse, tellement il est heureux, il n'en revenait pas. On le voyait, il regardait l'autre gars. Il utilisera l'argument, j'imagine que ça sera au tribunal. Mais quand on a des mecs pareils, à Bercy, forcément, à un moment, il va recommencer, il va dire un truc qui ne va pas. Et puis, ils sont tous dans le chantage à la démission. Donc, les prétextes, ça, c'est si on voit ça négativement, mais où les motifs, si on voit ça positivement, pour voter la censure, seront très nombreux. En revanche, d'un autre côté, ne pas la voter, c'est quand même donner plus que quelques semaines de répit. C'est un long répit. Puis en un an, il peut tout se passer. Tout, n'importe quoi. Il peut y avoir une crise internationale très grave, une guerre qui donne à nouveau à Macron la main. Et donc, ça serait extrêmement périlleux, je pense, de la part du Rassemblement national de ne pas voter la censure. Est-ce que ça veut dire que, au final, après les élections, c'est quand même Macron qui a gagné ?
Mais pas du tout, il est complètement démonétisé. S'il a affaire à des gens qui veulent vraiment le faire dégager, et là c'est un peu le thème de ton émission, et je pense que c'est... Je pense qu'ils ne vont pas le faire dégager, c'est ça le truc. Si, tu sais, s'il n'y a plus de gouvernement, ils vont... alors juridiquement on pourrait en parler, mais il y a un flou dans la Constitution. Ils peuvent prendre un budget par ordonnance, mais dans quelles conditions, on ne sait pas trop, surtout s'il n'y a pas de gouvernement. C'est très compliqué, donc ça va être le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel qui vont faire ce qu'ils veulent en expliquant ce que peut faire le gouvernement dans un cas finalement inédit. Bon, mais ça sera quand même fragile. Ça veut dire aussi qu'on ne peut plus prendre aucune mesure nouvelle. Imagine que demain, on ait besoin, parce qu'on se rend compte qu'il y a des incendies de forêt ou qu'il y a tel et tel problème de santé et de sécurité publique dans telle et telle zone, de voter, d'avoir des budgets pour allouer des moyens. On ne peut plus. Le budget, quand tu le reprends, quand il n'y a pas de budget, il y a une règle d'or, c'est que tu reprends le budget 2024. Avec les mêmes moyens. Donc il n'y a plus aucune, on appelle ça la fongibilité, plus aucune souplesse budgétaire. Donc tu as un gouvernement qui est tétanisé, quoi qu'il arrive, face à n'importe quel événement qui peut se produire de l'extérieur. Et donc on est vraiment dans une situation très périlleuse. Alors là, je vais reparler de mon livre, parce qu'il ne faut pas croire que c'est nouveau. C'est déjà arrivé en France ? mais c'est déjà arrivé en France. La paralysie du pouvoir face à des chocs qui viennent de l'extérieur ou à des crises intérieures, j'avais écrit un bouquin là-dessus il y a une dizaine d'années, c'est fréquent, enfin ça arrive de temps en temps, et ça aboutit à des révolutions. En France, ça arrivait quand ? Par exemple, au moment de la Révolution française, tout simplement. Donc ça veut dire Qu'est-ce qui s'est passé pendant... Alors, la Révolution française, c'est comme la chute de l'Empire romain, il y a 25 causes ou 50 causes explicatives. Mais il y en a quand même certaines qui se dégagent. Et une des causes principales, c'était un problème justement dans l'élite. C'est-à-dire que l'économie s'était ouverte, et il y avait une nouvelle élite qui commençait à monter, liée au commerce, à l'industrie, d'accord ? Mais en même temps, la grosse majorité des aristocrates, non, pour des tas de raisons psychologiques, historiques, peu importe, ne participaient pas à ça. Et donc, ils ont cherché, on l'a vu, dans les dernières années, enfin de Louis XV et sous Louis XVI, à se réserver beaucoup plus durement qu'avant, et beaucoup plus que sous Louis XIV, paradoxalement, les emplois publics. D'accord ? Donc le pouvoir est devenu beaucoup plus, et ça c'est un paradoxe, un de ceux que j'essaie de montrer, beaucoup plus conservateur et fermé finalement dans l'administration, dans la politique, aux nouveaux entrants que précédemment, parce que paradoxalement l'économie s'ouvrait. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on peut avoir une situation, j'appelle ça moi la situation de l'homme-monde, donc de la mondialisation, une situation où les sociétés s'ouvrent et où paradoxalement ça crée des phénomène de rétractation, de repli, de tension interne, parce que ça développe aussi les inégalités, et donc ça aboutit à la fin à des révolutions. C'est arrivé en 1789. Ah oui, justement, est-ce que ça signifie c'est arrivé sous la fin du Second Empire aussi. Donc, là, on sait ce qui est arrivé, il y a eu la Commune. Est-ce que ça signifie qu'on va avoir soit la révolution, soit une forme de commune, soit une guerre civile, très vite ? Bon, alors je ne vais pas me couvrir de ridicule en expliquant que j'ai pas de boule de cristal, mais je l'avais quand même écrit il y a 10 ans en expliquant qu'en 2024, ça commencerait vraiment à tourner au vinaigre. Donc là, au moins, j'ai été quand même plutôt avisé de l'écrire. Moi, je pense il est très difficile, très difficile. Les révolutions, c'est l'habillage des faillites, en fait, en grande partie. Il est très difficile qu'on puisse en sortir en l'état actuel des choses. Donc on a une dette ingérable, cette dette ne nous appartient pas au moins la moitié, on a perdu notre souveraineté dans des tas de domaines, à cause de l'Union européenne, à cause du fait que désormais le capital des grandes entreprises est possédé par des étrangers. Par exemple, là, récemment, Barnier a dit on va taper un peu les grandes entreprises, et puis Total en particulier, qui fait quand même des bénéfices substantiels, et ça va permettre de ratisser 5 ou 10 milliards, parce que Total, ça dégage de la marge. Hein. Et d'après ce qu'on en sait, ce qui a filtré, c'est que Pouyanné, le président de Total, a appelé Barnier, lui a dit « Cher monsieur, Total, c'est plus une boîte française maintenant. » Depuis longtemps. Bon, mes actionnaires, c'est BlackRock, etc. Vous faites ça, c'est très bien. Le siège de Total part à Manhattan dans 15 jours. Et dans un an, il y a 5 à 10 000 emplois bien payés qui ont foutu le camp de la France. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu es Premier ministre ? Tu t'assois, tu fermes ta gueule et tu votes pas. Tu votes pas, mais c'est vrai. Mais tu vois un peu. Bon, donc on est dans une situation très difficile où l'État à la fois est obèse et paralysé, surendetté, avec une classe dirigeante qui est quand même assez inapte.
Bon, et on l'a bien vu parce qu'elle est elle résonne comme il y a 20 ou 30 ans. Ils croient encore que l'Europe va les sauver, mais l'Europe c'est leur problème, c'est plus la solution. Et donc, ils n'ont pas la solution, ils sont contraints par leur idéologie. Alors, et donc, il y a tout. Dernière question, et après on passe à la grande discussion avec nos amis. Ça veut dire que si Total et compagnie, ils ne verseront pas au pot, ça veut dire que c'est nous qui le ferons. Ah oui. Ils vont essayer, mais là aussi, je reviens, il va y avoir le risque de retour des Gilets jaunes, ils l'ont en tête, et ça peut revenir à n'importe quand. Nous, c'est qui, nous? C'est les automobilistes. Déjà, nous, on est tous contribuables. Nous 5 qui sommes ici présents, avec la technique derrière. Tu quittes ce plateau, tu t'installes à Matignon, c'est toi qui es le Premier ministre. On va se livrer à ce jeu effrayant. Vas-y. Je le dis tout de suite pour nos auditeurs, c'est effrayant. Surtout pas Mike à Matignon. Vas-y. Donc, t'arrives, t'es Premier ministre. Tu veux piquer du fric. Déjà, je vire toutes les agences à la con de l'État. Ouais, mais tu vas... C'est à moins 20 milliards. Bien sûr, tu fais ça, mais tu vas avoir immédiatement des manifs partout. Et donc j'en ai à foutre des mecs de la haute fonction publique. Oui, mais tu reviens à ton problème budgétaire à ce moment-là. C'est-à-dire que tu vas donner 25 prétextes, parce que même au Rassemblement national, il y aura des gens qui vont dire attention, on ne va pas supprimer Météo France, on ne va pas supprimer... Si, on en a rien à foutre. Mais t'en as rien à foutre, mais tu ne peux pas le voter. Tu vois, tu ne peux pas le voter, c'est ça le problème. Tu oublies, tu vois, t'as raison. Tu ne peux pas le voter, tu vas dire, moi je supprime... C'est pour ça que la démocratie, c'est de la merde. Pôle emploi, la démocratie, je ne sais pas si c'est de la merde, si c'est le pire des systèmes sauf tous les autres, en tout cas, c'est un moyen d'assurer la paix sociale. Avec tous nos amis qui sont autour, parce qu'ils ont plein de choses à dire, mais avant ça, la pub. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.